Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons examiner une transformation géopolitique majeure, l'arrivée soudaine de l'aviation militaire suédoise aux portes même de la Russie. Nous décortiquerons les implications de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, la nature des vols de reconnaissance près de Kaliningrad et la réponse stratégique de Moscou, qui marque un tournant inédit dans la sécurité européenne. Parlons maintenant franchement. Au cours des derniers jours, la région balte a été le théâtre d'événements qui auraient paru impossibles il y a seulement quelques années. Cela défie toute la logique traditionnelle de l'Europe du Nord. La Suède, un pays qui est resté en dehors de tout conflit militaire direct pendant plus de 2 siècles, a déployé son aviation de combat à proximité immédiate des frontières russes pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. Il ne s'agit pas de vols de démonstration effectués par des avions d'entraînement, mais d'une activité ciblée et délibérée à proximité de l'oblast de Kaliningrad, où se concentrent des éléments clés de la défense russe dans la Baltique. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un épisode banal, je vous invite à regarder jusqu'à la fin, car le sens principal de ce qui se passe se cache précisément dans les détails. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels avions exactement sont apparus à nos frontières, pourquoi la Suède fait cela immédiatement après son entrée dans l'Alliance de l'Atlantique Nord et pourquoi la réaction de la Russie à ces pas est déjà devenue la plus dure et la plus réfléchie depuis 1991. Au cours de notre discussion, je poserai 2 questions dont les réponses en diront long sur l'avenir proche de la région. La Suède est-elle prête aux conséquences du cours choisi ? Et que se cache-t-il vraiment derrière le calme démonstratif des déclarations officielles ? Premier fait, au-dessus de la mer Baltique, à proximité immédiate de l'oblast de Kaliningrad, a été enregistré le vol d'un avion suédois de détection et de commandement aéroporté, le Saab 340. Ce n'est pas un chasseur de combat dans le sens classique du terme, mais un centre volant de collecte de renseignements. Son équipement principal permet de détecter des cibles aériennes, maritimes et terrestres à des centaines de kilomètres en enregistrant les paramètres de mouvement, le fonctionnement des radars et l'activité des moyens de communication. De tels avions décollent non pour arborer un drapeau, mais pour recueillir l'image la plus complète possible de la situation. Pourquoi est-ce important ? L'oblast de Kaliningrad est une enclave militaire unique de la Russie où est basée la flotte de la Baltique, sont déployés des complexes de missiles côtiers, des systèmes de défense aérienne et des complexes opérationnels tactiques Iskander. Toute tentative d'étudier en détail le fonctionnement de ces systèmes est perçue automatiquement comme un élément de préparation à un conflit potentiel, même si formellement, il s'agit de reconnaissance dans l'espace aérien international. Qu'est-ce que cela change ? Depuis l'entrée de la Suède dans l'OTAN, de tels vols ont cessé d'être un scénario théorique pour devenir une pratique. Cela signifie que le flanc nord de l'Alliance commence à s'intégrer activement dans le système général de pression militaire sur la Russie. Et ce n'est que le premier signal qui sera suivi d'autres pas. Mais ce n'est pas tout. Presque simultanément, le long de la frontière de la Russie et de la Biélorussie, du côté de la Pologne, a été remarqué un autre avion suédois, le Gulfstream S-102B. Sa spécialisation est la guerre électronique et le renseignement technique. Il ne cherche pas les cibles visuellement, il écoute l'éther, enregistre le fonctionnement des radars, des canaux de communication et des systèmes de contrôle des troupes. Chaque tel vol représente des dizaines de gigaoctets de données qui sont ensuite analysées par des spécialistes de l'OTAN. Pourquoi est-ce important ? Le renseignement technique permet de comprendre quelles fréquences sont utilisées, à quelle vitesse les systèmes de défense aérienne réagissent et quelles unités sont en service. Ce n'est plus de la simple observation, mais une collecte de paramètres pour modéliser des scénarios de combat. Et lorsqu'une telle action est menée par un pays qui déclarait encore récemment un statut non aligné, une question légitime se pose sur les véritables intentions. Qu'est-ce que cela change ? La Russie ne peut plus considérer la Suède comme un voisin neutre. À partir de ce moment,
elle devient une partie de la machine militaire unique de l'Alliance. C'est précisément pourquoi la réaction de Moscou dépasse le cadre des formules diplomatiques. Mais nous parlerons de cette réaction un peu plus tard. Pour l'instant, notons une autre couche importante de ce qui se passe. Parallèlement à l'activité militaire, les autorités suédoises ont commencé la préparation informationnelle de leur propre population. Le ministère des situations d'urgence du pays a décidé d'envoyer à près de 5 millions de familles des instructions intitulées « En cas de crise ou de guerre ». Ces matériaux conseillent aux citoyens d'avoir une réserve de nourriture pour au moins 3 mois, une trousse de secours, une radio portable et un filtre à eau. Formellement, cela est présenté comme un élément de la défense civile, mais soyons honnêtes, de telles recommandations n'apparaissent pas de nulle part. Pourquoi est-ce important? La Suède n'a pas mené de guerre depuis plus de 210 ans. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le pays a en fait réduit son système de défense civile, considérant qu'un grand conflit en Europe était impossible. Maintenant, ces mécanismes sont restaurés en urgence. Cela indique qu'au niveau de la planification stratégique, Stockholm envisage des scénarios d'escalade sérieuses. Qu'est-ce que cela change? La société est progressivement habituée à l'idée d'instabilité et de crise possible. Et ici surgit la première intrigue. Si la Suède, selon les propres dires de ses ministres, ne veut pas d'une présence permanente des troupes de l'OTAN sur son territoire, pourquoi alors une telle préparation massive de la population? Nous donnerons la réponse à cette question un peu plus tard. Retournons un peu en arrière. En 2017, la Suède a réintroduit le service militaire obligatoire limité. C'était la première décision de ce genre depuis des décennies. Dès l'année suivante, une garnison a été ouverte sur l'île de Gotland en mer Baltique. Cette île a une importance stratégique clé car elle contrôle les routes maritimes et l'espace aérien de la région. Pourquoi est-ce important? Pendant la guerre froide, Gotland était considéré comme une cible potentielle en cas de conflit entre l'Est et l'Ouest. Sa remilitarisation est devenue un signal que le leadership suédois retourne à la logique de l'affrontement. Et l'adhésion à l'OTAN n'a fait que consolider ce virage. Qu'est-ce que cela change? La mer Baltique se transforme d'un espace relativement calme en une zone de surveillance militaire permanente. Tout mouvement de navires, d'avions ou de systèmes de missiles est désormais suivi par plusieurs parties à la fois. Et dans une telle situation, le risque d'incident augmente de manière multiple. Parlons maintenant de la réaction de la Russie. Officiellement, Moscou agit avec retenue, soulignant que tous les vols de l'aviation suédoise sont enregistrés par les moyens de défense aérienne et sont sous contrôle. Mais en coulisses, un travail beaucoup plus sérieux est en cours. Le groupe de défense aérienne dans l'oblast de Kaliningrad est renforcé. Des scénarios de contre-mesures contre les vols de reconnaissance sont travaillés et la flotte de la Baltique est activée. Pourquoi est-ce important? Un tel niveau de tension dans la région n'a pas été observé depuis le début des années 90, lorsque l'ancien système de sécurité en Europe s'effondrait. À l'époque, beaucoup de décisions étaient prises de manière chaotique. Aujourd'hui, la situation est différente. La Russie agit dans le cadre d'une stratégie vérifiée, démontrant sa volonté de défendre ses intérêts sans rhétorique superflue. Qu'est-ce que cela change? Toute tentative de pression se heurte à une réponse réfléchie. Et c'est le moment précis où même les vols de reconnaissance cessent d'être une routine sûre. Mais pourquoi la Suède a-t-elle changé de cap si brusquement? La réponse réside en partie dans la politique intérieure. Après le début de la crise ukrainienne, l'opinion publique dans le pays a évolué vers le soutien à l'OTAN. Les politiciens ont saisi cette fenêtre d'opportunité, argumentant que l'adhésion à l'Alliance était nécessaire pour se protéger d'une menace hypothétique venant de l'Est. Cependant, avec les garanties de sécurité, sont venues les obligations. Pourquoi est-ce important? L'adhésion à l'OTAN implique une participation au système commun de renseignement, de planification et d'exercice. La Suède ne peut plus choisir dans quelles opérations participer et dans lesquelles non.
Les vols aux frontières de la Russie deviennent une partie de la stratégie collective et non une initiative personnelle. Qu'est-ce que cela change? La responsabilité de l'escalade potentielle est désormais répartie entre tous les membres de l'Alliance. Et c'est la deuxième boucle ouverte de notre conversation. Les autres pays sont-ils prêts à assumer les conséquences des décisions prises sur le flanc nord? Le point culminant de toute cette histoire réside dans une conclusion simple mais dure. La Suède, en adhérant à l'OTAN, a presque instantanément passé d'une politique d'observation prudente à des actions de reconnaissance actives aux frontières russes. Ce n'est pas un hasard ni une coïncidence. C'est un choix conscient qui ramène automatiquement la région balte dans la logique de la guerre froide, mais dans de nouvelles conditions technologiques. En réponse, la Russie démontre que l'époque des concessions unilatérales est révolue. Chaque mouvement est enregistré, analysé et pris en compte dans la planification stratégique. C'est pourquoi la réponse actuelle de Moscou est qualifiée de plus sérieuse depuis la dissolution de l'Union soviétique. Sans hystérie, sans déclaration bruyante, mais avec une compréhension claire que la sécurité de toute la région est en jeu. Et maintenant, posons la question principale. Qu'est-ce que cela signifie pour les prochaines semaines, les prochains mois? Cela signifie une croissance de l'activité militaire, un renforcement du renseignement et une augmentation des enjeux. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de zones neutres en Europe. Et cela signifie que chaque partie agira avec une extrême prudence, comprenant le prix de l'erreur. L'histoire des avions suédois à la frontière de la Russie n'est pas un épisode ni un hasard. C'est un marqueur d'une nouvelle étape où les eaux calmes de la Baltique se transforment en miroir d'une confrontation mondiale. Écrivez dans les commentaires comment vous évaluez ce revirement et vers quoi, selon vous, il mènera. Parce que c'est précisément maintenant que se forme la réalité dans laquelle nous aurons tous à vivre dans un avenir très proche. Continuons, car derrière la sécheresse apparente de ces messages se cache une autre couche dont on parle presque à voix haute. Toute activité de reconnaissance aux frontières n'est pas seulement une collecte de données, mais aussi un test de réaction, une vérification de la rapidité de montée des forces de service, des canaux activés, du comportement des calculs et de la densité des actions de réponse. Dans ce sens, les vols suédois sont devenus une sorte de test non pour le public et non pour les journaux, mais pour les analystes militaires des deux côtés de la Baltique. Et il est important de comprendre une chose ici. Le renseignement moderne, ce ne sont pas des espions en manteau et des agents secrets. Ce sont des mathématiques, des algorithmes, de vastes ensembles d'informations. Un seul passage d'un avion de guerre électronique permet de mettre à jour le modèle numérique de la région où chaque point a des paramètres, une vitesse de réaction et un scénario probable de développement. Et lorsque de tels modèles sont mis à jour de plus en plus souvent, cela signifie que quelqu'un se prépare non à la paix, mais à la gestion de crise. La Russie le comprend parfaitement. C'est pourquoi ces dernières semaines, dans la Baltique, non seulement l'activité militaire, mais aussi l'activité diplomatique se sont intensifiées. Les déclarations sont modérées, mais les formulations sont devenues plus dures. Elles soulignent de plus en plus souvent que toute action aux frontières russes sera prise en compte dans la planification militaire. C'est un langage compréhensible pour les professionnels, mais presque imperceptible pour le profane. Revenons maintenant à la société suédoise. Les sondages réalisés à la demande des structures étatiques ont montré une croissance de l'anxiété, surtout chez les jeunes. Un tiers des personnes interrogées a admis penser davantage à la préparation de leur foyer à d'éventuelles crises. Ce n'est pas de la panique, mais un manque de calme. C'est un état d'attente. C'est précisément dans un tel état que la société accepte plus facilement les décisions qui semblaient radicales il y a encore peu de temps. Ici se pose un paradoxe. D'un côté, les responsables officiels affirment que la Suède ne veut pas de présence permanente de troupes de l'OTAN. De l'autre, l'infrastructure, la logistique et l'environnement informationnel sont adaptés au scénario d'un affrontement de longue durée. Ces deux signaux ne se contredisent qu'en apparence. En réalité,
Ils s'inscrivent dans une même ligne, s'intégrer aussi profondément que possible dans le système de l'Alliance, tout en conservant l'illusion d'indépendance. Pour la Russie, cela signifie une seule chose, il n'y a plus d'illusion. Tout avion, tout navire, toute manœuvre est considérée non comme l'action d'un pays individuel, mais comme un élément de la stratégie collective. C'est pourquoi les mesures de réponse sont de nature systémique, pas démonstrative ni ostentatoire, mais bâties sur le calcul et l'expérience des décennies passées. La région balte redevient un lieu où le silence est trompeur, où l'absence de tir ne signifie pas l'absence d'affrontement, où chaque signal dans les terres et chaque itinéraire sur la carte a de l'importance. Et dans cette réalité, l'essentiel n'est pas les déclarations bruyantes, mais la capacité de voir l'image dans son ensemble. Nous suivrons attentivement l'évolution des événements, car ce qui commence comme un vol de reconnaissance finit parfois par une révision de toute l'architecture de sécurité. Et maintenant, plus que jamais, il est important de comprendre qui et pourquoi déplace les pièces sur cet échiquier. Écrivez dans les commentaires si vous considérez que les actions de la Suède sont un choix indépendant ou seulement le reflet de décisions prises bien au-delà de Stockholm. Et ici, nous en arrivons au point où toutes les lignes convergent. Les vols aux frontières, l'adhésion à l'Alliance, les instructions pour la population, les sondages inquiétants et les signaux prudents mais durs de Moscou composent un seul tableau. Ce n'est pas une explosion d'émotions ni une chaîne de décisions accidentelles. C'est la transition vers un nouvel état où chaque partie se prépare à l'avance au pire scénario, tout en espérant qu'il ne deviendra jamais réalité. La Suède a fait son choix et l'a fait rapidement. De pays ayant équilibré entre les blocs pendant des décennies, elle s'est transformée en participant actif de la configuration militaro-politique aux frontières de la Russie. La Russie a enregistré ce choix et a répondu non par des mots, mais par un changement des paramètres de sécurité. Calmement, sans geste démonstratif, mais avec un calcul froid. C'est ainsi que se présentent les décisions qui sont soutenues par l'expérience et le souvenir de ce à quoi mène la sous-estimation des menaces. Pour la région balte, cela signifie une seule chose. La période d'incertitude stratégique est terminée. L'étape de clarté dure commence, où chaque partie connaît les capacités de l'autre et est donc forcée d'agir avec prudence. Paradoxalement, c'est parfois précisément cela qui empêche les gestes brusques. Lorsque toutes les cartes sont sur la table, le prix de l'erreur devient trop élevé. Dans les prochaines semaines, nous verrons plus de vols, plus d'exercices, plus de déclarations sur la sécurité et la défense. Mais le processus principal se déroulera plus silencieusement dans les états-majors, les centres d'analyse et les bureaux fermés, là où l'on décide non du sort d'un seul vol au-dessus de la Baltique, mais de l'équilibre des forces pour des années à venir. L'histoire des avions suédois a montré une chose simple. L'époque où la neutralité pouvait être considérée comme un acquis est révolue. Maintenant, l'acquis n'est que la préparation et la compréhension de la réalité. Et dans cette réalité, la Russie a clairement fait comprendre qu'elle surveillerait de près chaque pas à ses frontières. Ce qui en résultera sera très bientôt compris. Pendant ce temps, il est important de ne pas perdre la capacité de penser et d'analyser. Écrivez comment vous voyez l'avenir de la Baltique dans ces nouvelles conditions et où, selon vous, passe cette ligne, au-delà de laquelle la retenue peut céder la place à une pression ouverte. C'est précisément de la réponse à cette question que dépendra quel sera le prochain tournant de cette histoire.